Qui a tué James Forrestal? Les deux plus hauts fonctionnaires du gouvernement dans l'histoire de la République américaine d'avoir suicidé, sont sous-conseiller de la Maison-Blanche, Vincent W. Fosté, Jr. le 20 juillet 1993, et la secrétaire à la Défense, James Forrestal V, le 22 mai 1949. En fait, Forrestal n'était pas un fonctionnaire du gouvernement au moment de sa mort. Il avait été assez brusquement démis de ses fonctions le 28 mars, et après avoir subi presque immédiatement une sorte de dépression, il avait été maintenu contre son gré depuis le 2 avril, une période de plus de 7 semaines, au 16e étage de l'hôpital naval de Bethesda. Depuis qu'il était plus un employé du gouvernement, on ne sait pas sur quelle autorité, il était pris en charge à US Installations militaires. Bien que techniquement plus un fonctionnaire du gouvernement au moment de sa mort, Forrestal était un homme beaucoup plus important et plus puissant que Fosté. Indépendant de fortune depuis ses jours en tant que président de Dillon, Lear, et de la société à Wall Street, en tant que secrétaire de la Marine, il avait fait la couverture du magazine Time, le 29 octobre 1945. En septembre 1947, alors qu'il était opposé à la loi qui créait le département, Forrestal a été premier secrétaire de l'Amérique de la Défense. Largement acclamé comme un administrateur extrêmement dévoué et efficace, il rivalisait avec le secrétaire d'État, George C. Marshall, comme le membre le plus connu de cabinet du président Harry Truman. Les deux Fosté et Forrestal auraient été suicidaires déprimés. En effet, ce qui est généralement la première chose qui sera mentionnée lorsque l'affaire de la mort de l'un de ces deux hommes est élevée. La preuve que l'un d'eux était un tel état mental perturbé, qu'il aurait recours à une telle solution extrême est en fait assez faible. Dans le cas de Fosté, elle repose lourdement sur l'authenticité douteuse d'un décousu, la note sophomorique tardivement trouvée dans une mallette qui avait déjà été vidée à la vue d'un certain nombre de personnes. Dans le cas de Forrestal, a dit le public dans le premier communiqué de presse de sa mort qu'il avait arrêté au milieu de la copie sur un poème classique, celle qui semble accueillir, dans certaines circonstances, la fin de sa vie. Nous avons jamais dit comment on sait que Forrestal a réellement écrit ce qu'il dit avoir écrit, bien que l'auteur Arnold Rogov, James Forrestal, une étude de la personnalité, la politique et la politique, 1963, l'homme le plus responsable de la fixation dans l'esprit du public, l'idée que Forrestal était mentalement déséquilibré, a écrit, sans le peu de preuves pour cela, que Forrestal a été vu écrire, auteur, Townsend O. P. Douglas Brinkley, Driven Patriot, La vie et l'époque de James Forrestal, 1992, ont également déclaré que Forrestal a été vu écrit, mais par une personne différente de celle citée par Rogov, bien qu'ils donnent Rogan comme leur source. Curieusement, nulle part dans le dossier public, n'est la réelle serait être, ou des témoins eux-mêmes cités directement sur cette question. Les défenseurs de la ligne officielle sur la mort de Fosté presque jamais se réfèrent à la preuve connue. Au contraire, ils font allusion à la dépression, comme si elle était un fait avéré, ils invoquent l'autorité, soit l'autorité de la famille, dont la plupart ont publiquement, au moins, à accepter la conclusion officielle, ou de l'autorité des différentes enquêtes officielles, qui ont été faites de sa mort, et il soulève des questions au sujet du motif. Si Fosté a été assassiné, qui a fait ça et pourquoi? Voie de pouvoir douteux. Et peut-être une mesure de combien de plus innocent un temps, il était en Amérique en 1949 qui, bien que de tels arguments contre assassiné dans le cas Forrestal, sont beaucoup plus faibles que dans le cas Fosté, la ligne de suicide officielle, semble avoir été généralement incontestée. Prenons, par exemple, la réaction de la famille Forrestal. Peut-être la personne la plus proche de James Forrestal dans le monde entier était son frère, Henry. Ceci est tiré du livre obscur, La mort de James Forrestal, 1966, par Cornell Simpson, l'un des rares personnes qui ont fait remettre en question la conclusion du suicide. À son domicile de Beacon, New York, Henry Forrestal a déclaré à cet auteur que James Forrestal positive ne se tuait. Il a dit que son frère était la dernière personne dans le monde qui serait suicidée, et qu'il n'a aucune raison de prendre sa vie. Lorsque Forrestal a parlé à son porté à l'hôpital, James a été un bon moment de planifier les choses qu'il ferait après sa libération. Henry Forrestal a rappelé que Truman, et nouveau secrétaire à la Défense Louis Johnson, ont convenu que son frère était en pleine forme, et que les responsables de l'hôpital a admis qu'il aurait été libéré bientôt. Pour Henry Forrestal, toute l'affaire sentait au ciel élevé. Il a fait remarquer sur le traitement de son frère à l'hôpital, son emprisonnement virtuel et la censure de ses visiteurs. Henry Forrestal n'avait jamais entendu parler d'un tel traitement, et interrogé pourquoi il aurait dû être autorisé. Il a en outre demandé pourquoi les officiels hospitaliers mentis sur son frère d'être autorisé tous les visiteurs qu'ils voulaient. Il était amer qu'en racontant que, dès la première minute les fonctionnaires avaient insisté que la mort était un suicide, même s'il n'y avait aucune note de suicide, bien que son frère le vît seulement après 2 heures avant sa mort. Puis il a répété sa conviction que James Forrestal, qu'il a été assassiné, que quelqu'un l'a étranglé, et le jeta par la fenêtre.
Henry Forrestal a continué à se demander pourquoi les autorités ne disposent pas la décence d'admettre cet esprit tenté d'appréhender le meurtrier. Il a déploré le fait que l'affaire a été étouffée dans une tentative apparente pour éviter un scandale. Il a poursuivi en disant qu'il était un démocrate, mais néanmoins il a blâmé l'administration Truman pour couvrir jusqu'à assassiner son frère, pour laisser se produire, et pour la façon dont James Forrestal a été traité à l'hôpital. Il a conclu qu'il était damné amer à propos de tout cela, mais ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Lorsque les membres de la famille des victimes ne sont pas d'accord avec la ligne officielle, que ce soit son cas ou l'attentat d'Oklahoma City, TWA 800-103 de la Pan AM, le Martin Luther King Jr., assassiné au 9/11, nous entendons rarement beaucoup à ce sujet dans notre presse. La mort Forrestal est un exemple remarquable de cette règle. La presse a également donné généralement une grande attention aux conclusions de tout organisme officiel, qui a été nommé pour mener une enquête. La commission Warren Fortement est l'une des instances la plus connues de ce phénomène. Dans la mort Faustet il était d'abord un rapport de Robert F. Fiesca, et puis un parquet Netstar. Alors qu'est-ce que nous avons avec la mort Forrestal? Il est l'office d'examen Wicut, nommé pour le contre-amiral des Mortons Wicut, la tête de la National Naval Medical Center. La commission de révision a pris le témoignage de tous les témoins, et a terminé ses travaux sur mai 1930. Il n'a pas été jusqu'au 11 octobre, cependant, que ces conclusions ont été libérées au public, et voici ce qui a été découvert, comme lié à la page 15 de The New York Temps du 12 octobre 1949. Que le corps retrouvé sur le rebord extérieur du bâtiment 1 de la National Medical Center à 1h50, et prononcé mort à 1h55 le dimanche 22 mai 1949, a été identifié comme étant celui de feu James V. Forrestal, un patient dans le service neuropsychiatrique de l'hôpital Naval National Medical Center aux États-Unis. Que le feu James V. Forrestal mort vers 1h50 le dimanche 22 mai 1949 au National Naval Medical Center de Bethesda, dans le Maryland, à la suite de blessures multiples, extrêmes, incident reçu à une chute d'un point haut dans la tour, bâtiment 1. Que le comportement de la personne décédée au cours de la durée du séjour à l'hôpital précédant sa mort, était révélateur d'une dépression mentale. Que le traitement et les précautions dans la conduite de l'affaire, étaient en accord avec la pratique psychiatrique acceptée, et en rapport avec le statut évident du patient en tout temps. Que la mort n'a pas été causée en aucune manière par l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'inefficacité de toute personne, ou de personne dans le service naval ou s'y rattachant. Il n'y a aucune conclusion de suicide. Ils nous disent juste que Forrestal est mort d'une chute d'un point haut dans le bâtiment, et qu'il avait été déprimé, mais ils ne disent pas qui était responsable de la chute. Ils ne font même pas mention de la ceinture de robe de chambre, qui a été nouée serrée autour du cou du corps, afin de ne pas avoir à l'expliquer. Il n'y avait aucune enquête de police, alors ceci est le dernier mot officiel sur la mort de Forrestal. Les constatations sur lesquelles se fondent ces conclusions ont été tenues secrètes, et qu'elles restent secrètes à ce jour. Si quelqu'un a fait, en effet, assister Forrestal transcrire les mots d'un poème sur un bloc-notes peu de temps avant il a pris son plongeon fatal, il serait dans le témoignage commission de révision. Pope et Brinkley de l'auteur, dans leur vaste biographie Forrestal, dissimulée par les lecteurs du fait, que ce rapport n'a jamais été rendu public. Rogow mentionnait le fait en passant dans une note et fait rien, comme si ces choses étaient routines, et acceptables dans ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Enfin, il y a la question de la motivation et les suspects probables. Il n'y a aucun mystère à tous les plus grands ennemis de Forrestal, ont été et qui a bénéficié immensément de sa mort. De fortes motivations, principaux suspects. Lorsque quelqu'un meurt violemment et étrangement, les enquêteurs de la question habituelle, vous répondraient de savoir qui avait un motif d'assassiner. La personne décédée avait des ennemis? Il avait été menacé par quiconque? Avait-il quelqu'un qui se tenait à gagner de sa mort? Si oui, de là où les parties en question ont quelque chose dans leur passé pour indiquer qu'ils pourraient être capables d'assassiner, et ont-ils avoir la possibilité de commettre le crime? Dans le cas de Forrestal, les réponses sont oui, oui, oui et oui. Depuis plus d'un an, il avait fait l'objet d'une campagne de dénigrement dans la presse, les goûts dont pratiquement aucun fonctionnaire n'a jamais eu à endurer en Amérique. Leaders de la campagne, de la gauche et la droite, respectivement, étaient deux plus connus et les plus puissants syndiqués chroniqueurs de l'Amérique, Drake Pearson et Walter Winchell. Ils ont peint Forrestal comme un outil corrompu de Wall Street, et les compagnies pétrolières, qui mettent les intérêts des copains, est en avance de préoccupation pour le bien-être des réfugiés européennes. Son grande infraction était qu'il était ouvertement son opposition à la création de l'État d'Israël. L'ensemble de l'establishment de la politique étrangère, dirigé par le secrétaire d'État Marshall, ressentait la même chose, mais le Forrestal volontaire, était le paratonnerre pour les partisans d'Israël. Il avait reçu des appels téléphoniques menaçants, et il se plaignait d'être suivi et mis sur écoute électronique.
Il a également été rapporté de manière crédible que les sionistes ont tenté de lui faire du chantage sur l'aide financière que sa firme de services bancaires d'investissement, Dion, Rea, avait donnée aux nazis avant la Seconde Guerre mondiale. On pourrait soutenir que, parce qu'Israël avait déjà été reconnu par les États-Unis au moment Forrestal est mort, et parce qu'il avait été retiré de l'armoire Truman, et discrédité par sa dépression et d'hospitalisation, il était plus une menace pour les partisans d'Israël. Mais il était un homme d'importance, la richesse, et la détermination qui ont l'intention d'acheter un journal, et d'écrire un livre qui a menacé d'exposer un certain nombre d'administrations Roosevelt-Truman secrets, en particulier celles liées aux machinations, qui ont amené les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, les politiques de guerre qui ont fait progresser les intérêts de l'Union soviétique. Son volumineux journal a été confisqué par la Maison Blanche Truman, et plein son contenu n'ont jamais été révélés. Le plus important, cependant, il était à craindre qu'il continuerait à travailler contre les intérêts d'Israël. L'anonyme vers Forrestal continue de nos jours dans les milieux sionistes, qui continuent à caractériser cette plus capable, et dédier des fonctionnaires comme un antisémite et un écrou. Si quelqu'un au sein de la Maison Blanche de Truman avait quelque chose à voir avec la mort de Forrestal, le suspect le plus probable serait l'ombre string-pulé David Neal, un homme avec des connexions à la fois aux sionistes et aux communistes. L'auteur a été mentionné précédemment, Simpson le voit comme un suspect susceptible principalement en raison de ses affinités communistes, et Simpson nous fournit une liste de blanchisseries d'outrages perpétrés par les communistes à la poursuite de la domination du monde. Mais il ne faut pas négliger le record impitoyable des Israéliens, des assassinats de leurs moines, et du comte Bernadotte et le bombardement de David Otelkin, qui datait d'avant la mort Forrestal, jusqu'au massacre plus récent à Cana, et Jenin et l'assassinat systématique des dirigeants palestiniens. Et bien que les communistes pourraient bien avoir eu de nombreux infiltrés dans les administrations Roosevelt et Truman, personne n'a jamais suggéré qu'ils dominent nouvelles de médias de l'Amérique. Ce sont les médias de nouvelles qui a vigoureusement vendu l'histoire que James Forrestal suicidé, et a gardé le silence sur le fait que la seule enquête du gouvernement sérieux de la mort a été gardée secret par le public américain. Les médias ont aussi fortement publicisé les livres de Rogow et O.P. Brinkley, qui vendent la ligne de suicide, mais ils n'ont publié pas une seule critique du livre critique de Cornel Simpson.